Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le fardeau des réfugiés syriens au Liban, au cœur de la conférence entre Tamam Salam et le président de la Banque mondiale. Jim Yong Kim estime que le peuple libanais se trouve dans une crise profonde au niveau économique. C'est l'image du jour. Bachar el-Assad aux urnes pour une élection présidentielle syrienne qu'il est certain de remporter dans un pays ravagé par plus de 3 ans de guerre. L'opposition et l'Occident dénoncent une mascarade. La radicalisation islamiste grandissante en France, sans doute la menace la plus importante selon le Premier ministre. Manuel Valls annonce un renforcement des moyens de prévention. Et à suivre également dans cette édition, Barack Obama en Pologne, première étape de sa tournée européenne, qui le mènera jusqu'en Normandie pour le 70e anniversaire du débarquement allié. Le président américain veut rassurer ses partenaires de l'Europe de l'Est sur fond de crise ukrainienne. Le fardeau des réfugiés syriens au Liban, au cœur de la conférence qui a eu lieu ce matin en présence du chef de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, en tournée dans la région. Le Premier ministre Tamam Salam a mis en garde contre l'effondrement de l'économie libanaise, estimant que le Liban est incapable de faire face à cette situation tout seul. Il a indiqué que le pays est dans l'incapacité de relancer son activité économique à cause de la présence massive de réfugiés syriens. Selon une étude de la Banque mondiale sur les conséquences de la crise syrienne sur tous les secteurs économiques du Liban, les dégâts infligés vont croître si l'afflux de réfugiés se poursuit. Salam a appelé les pays amis à poursuivre leur aide au Liban, qui a besoin d'un soutien rapide et efficace de la communauté internationale pour empêcher l'effondrement de son économie. Le président de la Banque mondiale a de son côté estimé que le peuple libanais se trouve dans une crise profonde au niveau économique. Jim Yong Kim a souligné que les aides peuvent se révéler insuffisantes et qu'il faudra mettre en place un plan pour poursuivre ces aides. Réunion du Conseil central de sécurité ce mardi au ministère de l'Intérieur sous l'égide du ministre Nohad Machnou qui a annoncé l'intensification des mesures de sécurité à Beyrouth et l'interdiction de la circulation des motocycles entre 19h et 5h du matin. Il a également souligné l'importance de la décision de son ministère de retirer le statut de réfugié à tout ressortissant syrien qui se rendrait en Syrie à partir du 1er juin, même s'il est inscrit auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Machnou assure que cette mesure n'est en aucun cas reliée à la présidentielle syrienne, mais vise plutôt à organiser la présence des déplacés sur le territoire libanais. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire a engagé des poursuites contre le prédicateur islamiste radical Omar Bakri pour appartenance au groupe terroriste Daesh et Al-Qaïda, ainsi que pour la planification de l'établissement d'un émirat islamique au Liban. Le prédicateur a aussi été accusé d'organiser des formations au maniement des armes et des explosifs et de prononcer des prêches hostiles à l'État et à l'armée libanaise dans le but de provoquer une guerre civile. Le juge Saer a transféré le dossier au premier juge d'instruction militaire. Omar Bakri a été arrêté fin mai dans la région de Raleigh où il vivait. Une élection organisée dans un pays plongé dans la guerre civile et dont une partie des habitants ont fui leur domicile. Ce scénario surréaliste se déroule ce mardi en Syrie. L'élection présidentielle voulue par le régime de Bachar el-Assad a lieu uniquement dans les zones qu'il contrôle, notamment à Damas. Les votants sont fouillés, les forces du régime craignent des attaques de rebelles. Seuls 3 candidats sont en lice, dont bien sûr Bachar el-Assad qui est au pouvoir depuis 2000 et qui, sauf coup de théâtre, restera président. Il a voté ce matin avec son épouse Asma dans le quartier résidentiel de Malki, dans le centre de Damas. À l'extérieur, des partisans du régime expriment leur joie comme s'ils fêtaient avant l'heure la victoire de leur président. Le scrutin est qualifié de farce et de mascarade par l'opposition et d'imposture par les États-Unis. Et pendant ce temps, des obus tirés par les rebelles sont tombés sur des quartiers de Damas. La plupart des quartiers touchés se trouvent dans le centre de la capitale. Le régime a mené des raids aériens contre le quartier périphérique de Jobar et à Daraya, au sud-ouest de Damas. Les forces aériennes ont largué sur Daraya 16 barils d'explosifs au cours de la nuit. Et ce matin, des hélicoptères ont par ailleurs mené des raids dans la province de Deir ez-Zor, à Derha, à Hama et à Alep. Et puis la garde à vue de Mehdi Nemmouche prolongée de 24 heures. Ce Français est soupçonné d'être l'auteur de la fusillade du musée juif de Bruxelles qui a fait 3 morts le 24 mai dernier.
L'homme qui garde pour l'instant le silence a été arrêté vendredi dernier. Le Premier ministre Manuel Valls s'est d'ailleurs exprimé au sujet de la radicalisation islamiste grandissante en France. On l'écoute. Il s'agit de surveiller des centaines et des centaines d'individus français ou européens qui aujourd'hui combattent en Syrie. Nous avons dépassé en France le nombre de 800 Français ou citoyens résidents en France qui sont concernés par la Syrie, soit parce qu'ils y combattent, soit parce qu'ils y sont morts, une trentaine, soit parce qu'ils en sont revenus, soit parce qu'ils veulent y aller. Nous n'avons jamais été confrontés un tel défi. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, ici même, c'est sans doute la menace la plus importante. Quand j'avais présenté la loi antiterroriste à la fin de l'année 2012, qui avait été votée par une très large majorité au Sénat comme à l'Assemblée, j'avais parlé d'ennemis intérieurs. J'avais indiqué que nous faisions face à plusieurs dizaines de méras potentiels. Donc, c'est difficile. C'était en 2013. Depuis plusieurs mois, nous avons, et Bernard Cazeneuve l'a rappelé, arrêté des individus, démantelé des cellules. Celle qui avait frappé à Sarcelles en septembre 2012, mais qui avait plusieurs individus encore présents. Il y a eu des menaces sur la France. Un groupe qui, dans le sud-est, menaçait de commettre un attentat, a été arrêté. C'est difficile, ça veut dire qu'il faut suivre. C'est-à-dire qu'il y a des méras autour de nous encore, en France. Mais il y a ce potentiel. Mais bien entendu. Bon, alors, vous avez cet individu qui a frappé en Belgique. Est-ce que vous allez modifier la loi? Il paraît que vous allez modifier la loi, c'est vrai? Oui, à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Qu'est-ce que vous allez faire? Bernard Cazeneuve l'a annoncé, va renforcer tous les moyens à la fois de prévention, de suivi des familles, et puis il faut des modifications législatives pour permettre aux juges antiterroristes de gagner en efficacité. Ça avait déjà été le cas en 2012 à travers la loi antiterroriste, puisque maintenant on peut poursuivre un Français ou un citoyen français qui, sans avoir commis un attentat sur notre sol, est engagé dans des organisations terroristes. Dans un instant, direction Antibes et ces paysages qui ont inspiré de nombreuses œuvres de Pablo Picasso. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV à quelques jours du 70e anniversaire du débarquement allié et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Barack Obama entame une tournée en Europe. Première étape, Varsovie aujourd'hui pour rassurer les pays de l'Est sur fond de crise ukrainienne. Il participe d'ailleurs au 25e anniversaire des premières élections démocratiques en Pologne, ancien pays du bloc soviétique. Et alors que la Pologne veut augmenter ses budgets de défense, Barack Obama est sur la même longueur d'onde. Il veut renforcer sa présence dans la zone OTAN. Le président américain doit aussi rencontrer d'autres dirigeants est-européens et participer demain et jeudi à un sommet du G7 à Bruxelles. Vendredi, Barack Obama sera aux côtés de Vladimir Poutine pour commémorer le débarquement. Sa nouvelle doctrine vise à éviter tout conflit, une doctrine qu'il devra défendre sur les plages de Normandie. Et en Ukraine, justement, les rebelles pro-russes de la région de Louhansk à nouveau frappés par l'armée ukrainienne. L'aviation, appuyée au sol par des blindés, a bombardé ce matin plusieurs checkpoints tenus par les séparatistes et a détruit un de leurs camps. Il y aurait des morts et des blessés des deux côtés, selon le ministère de l'Intérieur. Il s'agit donc de la réplique de Kiev après l'assaut donné par les insurgés hier sur un camp de garde-frontière près de Louhansk. Plusieurs centaines d'entre eux sont toujours retranchés dans leur baraquement. Le bâtiment de l'administration régionale de Louhansk a par ailleurs été endommagé par une explosion. Au moins 7 rebelles pro-russes ont été tués. Les séparatistes ont attribué l'explosion à un raid aérien de l'armée ukrainienne, mais Kiev dément, parlant au contraire d'un tir de mortier ou de missiles solaires mal contrôlés. Au lendemain de l'abdication du roi d'Espagne, les ministres se réunissent pour approuver un projet de loi qui devra permettre au nouveau souverain de prêter serment. Il faudra attendre encore plusieurs semaines avant de voir Felipe monter sur le trône, car Juan Carlos, symbole de la transition démocratique, a succédé au dictateur Franco, mais la constitution actuelle ne prévoit pas d'abdication. Avec cette abdication, la famille royale espère sans doute faire oublier les scandales de détournement de fonds notamment, qui l'ont éclaboussé. Scandales qui ont jusqu'ici épargné le prince héritier. Mais des milliers d'Espagnols ont manifesté ce mardi dans une douzaine de grandes villes, comme ici à Madrid, pour demander un référendum et choisir entre république et monarchie. Une page culture avant de refermer ce journal. En 1948, Pablo Picasso, sans doute l'un des plus grands peintres du XXe siècle, s'installe dans le sud de la France, au bord de la mer, en quête d'inspiration.
Il a alors 38 ans. Sa maison de vacances devient sa muse. Inspiré par les paysages, il y peint de larges toiles. Aujourd'hui, certaines de ses œuvres d'art sont exposées au musée Picasso d'Antibes, le château Grimaldi. Construit sur les ruines de l'ancienne ville grecque Antipolis, puis habité par les moines au Moyen-Âge. Le château est d'abord acquis par la famille royale de Monaco, les Grimaldi, avant d'être racheté par la ville d'Antibes en 1925, qui le transforme en un musée archéologique. Il avait la clé du château, il se promenait un peu là où il le souhaitait et il a trouvé des toiles qui étaient déjà utilisées, qui avaient été peintes par des artistes de seconde catégorie, on va dire, enfin voilà, des toiles qui jugeaient un petit peu comme des croûtes, comme on dit, et il a donc mis un coup de blanc dessus et il a fait certaines de ses œuvres antiboises sur ces toiles. Ce qui est vraiment très intéressant dans cette collection Picasso, c'est qu'il y a une unité vraiment entre le lieu et les œuvres, puisqu'on voit les œuvres sur le lieu de leur création. Donc ça, c'est vraiment très, très précieux, puisqu'on voit un petit peu ce que Picasso a pu capter d'Antibes, de la Méditerranée. C'était un de ceux qui avait lancé justement à Juan-les-Pins la fréquentation estivale de la Côte d'Azur, puisqu'au début du siècle, c'était plutôt l'hiver qu'on fréquentait la Côte d'Azur. Donc il adorait les bains de mer. Pour le rencontrer, le meilleur endroit, c'était sur la plage. D'ailleurs, le conservateur du musée l'a rencontré effectivement sur la plage. Après, il allait manger dans les restaurants, sur le port, avec ses amis. Et puis, oui, il était présent dans la ville. D'ailleurs, sans arrêt, il y a encore des personnes qui nous disent « Oui, mon grand-père a bien connu Picasso, il le voyait en ville, ou alors il venait dans sa boutique, ou etc. » Parce que c'est la Côte d'Azur, parce que je crois que toute l'année, vous avez ici une luminosité, des tons et des couleurs tout à fait différentes au sein d'une journée. C'est vrai qu'on a eu la chance et le privilège d'avoir toute cette inspiration qui soit libérée au niveau des artistes, qu'ils soient peintres ou qu'ils soient écrivains. Pour exemple, dans ce début de prospection que nous menons sur la Chine depuis 3 ans, à lui seul nous crée un phénomène de flux naturel vers ce musée et donc de séjour grâce à ce musée. Et dans un second temps, parce que Picasso y a peint des œuvres uniques, c'est vrai que des visiteurs de musées à travers le monde viendront spécifiquement dans ce musée parce qu'ils sauront qu'ils y trouveront des œuvres inédites. La fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le fardeau des réfugiés syriens au Liban, au cœur de la conférence entre Tamam Salam et le président de la Banque mondiale. Jim Yong Kim estime que le peuple libanais se trouve dans une crise profonde au niveau économique. C'est l'image du jour. Bachar el-Assad aux urnes pour une élection présidentielle syrienne qu'il est certain de remporter dans un pays ravagé par plus de 3 ans de guerre. L'opposition et l'Occident dénoncent une mascarade. La radicalisation islamiste grandissante en France, sans doute la menace la plus importante selon le Premier ministre. Manuel Valls annonce un renforcement des moyens de prévention. Et puis Barack Obama en Pologne, première étape de sa tournée européenne qui le mènera jusqu'en Normandie pour le 70e anniversaire du débarquement allié. Le président américain veut rassurer ses partenaires de l'Europe de l'Est sur fond de crise ukrainienne. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن.